Bien, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Christian Jeté, je suis professeur à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Je suis aussi membre du Centre de recherche des innovations sociales, le CRIS, dans l'axe politique et pratique sociale. Alors, je vous souhaite donc à tous et à toutes une bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule Éthique du care, disposition morale et réinvention des pratiques dans l'intervention à domicile. Alors, nous aurons comme conférencière aujourd'hui Catherine Lenzy, avec laquelle j'ai eu le bonheur de travailler depuis maintenant quelques années et qui apporte, à mon sens, là, une contribution fort originale et pertinente là, sur l'analyse des pratiques et des professionnalités, notamment dans le domaine des services de soutien à domicile. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ça va être moi l'animateur de cette conférence-là, du webinaire pour aujourd'hui. Donc, je vous ai dit que je vous présenterai peut-être de manière plus détaillée Catherine Lenzy sur le plan professionnel. Alors, elle est sociologue. Catherine, elle est directrice de la recherche et du laboratoire Espace, de l'enseignement supérieur et de l'international à l'Institut régional et européen de l'intervention sociale, Rhône-Alpes. Elle est membre depuis 2003 du laboratoire Printemps de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors, les travaux de Catherine Lenzy depuis plusieurs années portent sur l'analyse dans le cadre des multiples recompositions de l'action publique des ressorts émotionnels, prudentiels et éthiques de la professionnalité. Alors, essentiellement dans les secteurs de l'intervention à domicile et de l'éducation sous contrainte. Elle a co-dirigé notamment avec Christian Jeté, tiens, il me semble que ça me dit quelque chose ce nom-là, l'ouvrage Les territoires de l'intervention à domicile, Regards croisés France-Québec, qui a paru en septembre 2020 à l'Harmattan dans la collection Logique sociale. Alors voilà, Catherine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Christian. Je vais ouvrir le document pour le partager. Alors, je vais juste le chercher. Si tout fonctionne bien. Tout d'abord, je tiens à remercier les responsables de l'axe politique et pratique sociale du CRIS pour cette invitation. Je remercie aussi également Christian Jeté et puis les participants à ce séminaire. Des collègues et amis québécois, des collègues québécois, puis aussi quelques collègues français qui se sont joints. Je les remercie parce que je sais aussi que nous sommes en fin de semaine pour tout le monde et que la semaine a été rude pour beaucoup. Peut-être préciser dans la présentation, là j'ai mis donc Espace. NCIS, c'est l'institution à laquelle je suis rattachée maintenant, donc qui a changé de nom récemment, qui s'appelait IREIS. NCIS, ça ne voudra pas grand-chose, mais c'est son nom actuellement, c'est École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale. Je suis chercheur donc au laboratoire Printemps depuis 2003 et puis membre du GIS Hybrida-IS. Donc c'est un groupement d'intérêt scientifique en France qui regroupe plus de, je crois, une vingtaine ou une trentaine de centres de recherche, donc qui est ouvert sur la question de l'intervention sociale et sur les métiers en acte, dont son fondateur est présent aujourd'hui avec nous, Patrick Lechaux. Voilà, donc, et je suis également collaboratrice scientifique au CRIS et donc très heureuse d'intervenir aujourd'hui. Alors, sur une question qui peut-être passer sur la planche suivante, vous dire un petit peu comment j'organise le propos en 3 points. Situer le cadre en fait, de la recherche à partir de laquelle je vais intervenir. C'est une recherche qui, voilà, on verra, qui date un peu, mais qui s'est poursuivie par d'autres travaux. Mais je voulais vraiment revenir sur cette première recherche. Dévoiler donc à partir de ce travail-là ce que on a pu nommer les ressorts du care ou de la sagesse pratique dans l'intervention à domicile. Et puis, en dernier point, c'est mesurer les menaces à la sagesse pratique, enfin en tout cas ces vulnérabilités, qui peuvent affecter le sens de l'action et son potentiel d'émancipation. Alors peut-être sur la planche suivante, vous parlez en quelques mots de cette recherche pour la situer. Florence, je vais juste te déplacer parce que tu es sur la planche. Une recherche sur l'intervention à domicile dans les champs du handicap et de la dépendance. C'est une recherche qui à l'origine portait aussi sur le champ de la protection de l'enfance. Et là, j'ai vraiment arrêté l'analyse en fait sur le volet handicap et dépendance. Donc, c'est une recherche qui a été soutenue
en France par le Conseil régional Rhône-Alpes, notamment la direction de l'international soutenue par le vice-président à l'économie sociale et solidaire qui voilà, a soutenu très généreusement cette recherche pendant 3 ans, notamment par rapport aux liens générés et créés avec le LAREPS et Yves Vaillancourt depuis plusieurs années. Donc, c'était une vraie chance pour nous puisqu'on a pu faire 8 missions de recherche et une recherche qui aujourd'hui s'est poursuivie, qui se poursuit depuis 8 ans. Elle a été co-dirigée donc avec Christian Jeté et qui impliquait à cette époque 6 autres chercheurs québécois et français. Donc Lucie Dumais de l'UQAM, qui est aussi membre du CRISE, Yves Vaillancourt, que vous connaissez tous, de l'UQAM et du CRISE, Jean-Vincent Bergeron, qui est doctorant à l'UDM, Maryse Bresson, qui est chercheur, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, David Grand, qui est chercheur au Centre Max Weber, membre du Centre Max Weber et chercheur à l'espace à l'IREIS, et puis Geneviève Remilleux. Pour le son, ça va, Christian? Tout le monde m'entend, oui? Je peux peut-être Oui, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'il y avait de la difficulté à t'entendre, là, mais je pense que ça va. Je vais essayer de monter mon son, moi, de mon côté. Peut-être que c'est moi qui… je monte le son, et je vais au maximum. Okay. Donc, pour revenir sur, là, du coup, sur l'affichage, bon, c'est pas grave. Voilà, donc une recherche qui a porté sur 3 orientations principales. Une orientation on va situer plutôt au niveau macro dans la co-construction et tous les arrangements institutionnels dans le cadre des services de soutien à domicile, et justement comment aussi dans ces cadres d'arrangement est interpellée et puis est articulée la question de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, le champ associatif en France, et dans tous les ajustements avec les politiques publiques. Un niveau méso, mais on ne peut pas les distinguer comme ça, ils ne sont pas séparés puisqu'ils sont toujours encastrés, mais le niveau méso portait beaucoup plus sur la question des transformations, donc dans le cadre de ce qu'on va appeler la désinstitutionnalisation, en tout cas le virage ambulatoire sur ces transformations institutionnelles et qui ont un impact sur les métiers en acte, plus une entrée sur les métiers en acte, mais qui a un impact vraiment aussi sur les professionnalités, et le niveau micro qui allait regarder aussi les incidences que ces nouvelles façons d'intervenir peuvent avoir en termes de participation des personnes, mais aussi des tensions aussi, voilà, et donc regarder toutes les interrelations avec les personnes et leur écosystème. Sur le fait qu'elle ait été fondée sur un principe de regard croisé, ce n'est pas une comparaison terme à terme, mais c'est une mise en perspective comparée des politiques, des pratiques et des publics. Je le précise, c'est plus une démarche contextualiste qui regarde par rapport au contexte d'intervention et qui va éclairer un petit peu, prendre de la distance avec nos présupposés, mais on n'est pas dans une démarche plus, voilà, qui s'inscrit plus dans une comparaison plus politiste des modèles. Donc, c'est plus une démarche de binôme, de regard croisé, ancré, avec une démarche très inductive. Un matériau dense sur cette première recherche pour handicap et dépendance, c'est 4 territoires, dont 2 Montréalais et 2 territoires en région Rhône-Alpes, dans l'Ain et dans la Savoie. Plus d'une centaine d'entrevues avec des intervenants essentiellement, mais aussi des cadres gestionnaires, des personnes accompagnées, des proches, des familles, et une dizaine de focus group. Sur la question des catégories des intervenants, j'y reviendrai plus tard. Donc, on verra qu'il y a une distinction dans le champ du domicile et dans le champ du handicap, où on a rencontré plus d'intervenants dits établis, enfin diplômés et qualifiés. L'approche est une approche plurielle sur la question des incapacités, des situations de handicap et de dépendance. On a pu rencontrer aussi bien des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, qui sont en perte d'autonomie, des personnes voilà, en situation de handicap moteur, cérébral, des troubles de santé mentale aussi. Alors moi, je n'ai pas l'affichage grand écran, donc je n'ai pas la fin des planches en fait. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure quand je suis revenue. Peut-être… bon, alors juste dire, parce que sur la fin de la planche, j'ai dit qu'il y avait des suites à cette recherche, notamment elle s'est agrandie d'une nouvelle équipe. Alors sur la planche suivante, on voit très rapidement, parce que je voudrais situer ça rapidement,
Sur la planche suivante, j'ai pas la main sur les planches, en fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est une recherche qui a permis, plusieurs valorisations. Un colloque notamment, donc en 2015 suite à cette recherche, fin 2015, début 2016, qui a permis, une rencontre aussi bien avec des intervenants, des chercheurs, des étudiants, en région Rhône-Alpes, qui a rassemblé plus de 600 personnes. Et puis suite à cette recherche, tout de suite, on a embrayé sur un autre programme, donc qui est financé par l'ANR en France et le FRQRC, au Québec, dont le responsable est Christian Jeté. Et en France, on a 3 équipes. Une équipe au laboratoire Printemps avec Maryse Bresson, une équipe au CNAM avec, vous connaissez, Elisabetta Bucolo et Jean-Louis Laville, et puis une équipe en région Rhône-Alpes dont je suis responsable. Sinon, la publication d'un ouvrage que tout à l'heure, Christian a cité, donc j'ai mis une photo de l'ouvrage sur l'intervention à domicile. Alors, il est paru cette année, mais on l'a rédigé à la lumière aussi des nouvelles données de la recherche qui est en train de s'écrire au niveau des résultats actuellement. Alors, sur la présentation un petit peu, donc comment à partir des données de cette recherche, je voudrais vous parler des ressorts du CARE, donc on peut, voilà, et de ce qu'on va appeler la sagesse pratique, j'y reviendrai, dans l'intervention à domicile. Il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, donc c'était en 2017, Florent Champy, donc un sociologue des professions, est intervenu oui, c'est bon maintenant pour le son, merci, est intervenu dans le cadre du 5e colloque international du crise à Montréal. Son intervention portait sur travail de soins et mobilisation en faveur de la sagesse pratique, des réflexivités réformatrices encastrées dans des bureaucraties. Donc, il a présenté, donc c'était en 2017, un chapitre est sorti suite à cette 5e colloque du crise. Il a bien pu présenter à cette occasion comment la sagesse pratique pouvait avoir des liens avec la question de l'innovation, notamment en tout cas des pratiques, mais aussi quels pouvaient être aussi les risques. Donc, cette question, vous la connaissez peut-être déjà, parce qu'elle a déjà été présentée à un moment par Florent Champy, et je vais y revenir de façon importante dans cette présentation. Je voudrais dire que par rapport à notre recherche, alors c'est vrai pour le travail social en général, beaucoup de spécialistes du travail social, je pense notamment à Bertrand Ravon, qui est avec nous parmi nous aujourd'hui, là, le savent, la question du travail social de façon générale, mais plus encore lorsqu'elle s'effectue hors les murs, rend beaucoup plus prégnante la dimension incertaine du travail de l'intervention. Cette dimension incertaine, elle est importante à situer. Elle est incertaine de 2 façons. D'un point de vue objectif, pourquoi? Parce que ces configurations, alors qui depuis plus de 40 ans existent au Québec sur la désinstitutionnalisation, plus récemment en France quand même, mais cette façon de refaire institution peut bousculer les cadrages traditionnels, et les bouscule d'ailleurs, des intervenants, notamment la question aussi des places des intervenants et des personnes, donc toute la question aussi des nouveaux acteurs qui émergent à partir de cette intervention hors les murs, dans ce virage inclusif. On voit apparaître des proches beaucoup plus, la question des proches aidants, la question des pères aidants, la question de la communauté. Ce sont des principes d'action, de nouvelles normes aussi, qui s'imposent aussi aux intervenants et qui peuvent être vécus comme des tensions, qui peuvent être des tensions, parfois même des paradoxes. Donc, cette intervention à domicile, elle est hors les murs, elle est incertaine pour les professionnels parce qu'elle bouscule aussi ce cadre-là d'un point de vue objectif, et d'un point de vue subjectif, elle les confronte plus encore que dans les murs d'une institution aux épreuves d'existence des personnes. Et alors, ce qui nous a été systématiquement rapporté, que ce soit sur le champ du handicap ou sur le champ du vieillissement, peut-être encore plus sur le champ du vieillissement, c'est à quel point les intervenants sont confrontés à des situations qu'ils appellent des situations limites, qui peuvent aller jusqu'au suicide des personnes, qui ont à voir avec la question du délaissement, de l'isolement des personnes, de la précarité des personnes. Alors, je ne dis pas que j'en fais pas une généralité, mais ces situations, en tout cas dites limites, d'isolement, parfois de pensée morbide, de désorganisation aussi, quand on est dans le champ du handicap, des organisations de l'espace, sont en tout cas des prises directes avec les épreuves des personnes, mais des prises directes aussi, on va le voir, ce caractère imprévisible de ces situations amène dans l'ensemble de l'intervention ce que Bertrand Ravon et Pierre Vidal-Naquet ont appelé
dans les épreuves de professionnalité sa dynamique réflexive. C'est-à-dire que dans l'épreuve de professionnalité, on a toute une dynamique qui n'est pas seulement une paire de repères et qui peut s'exprimer par de la souffrance ou de l'épuisement. Il y a aussi derrière voilà, des façons de faire et de réinventer les pratiques en permanence qui conduisent les intervenants, en tout cas, qui les amènent à faire autrement ou alors à rendre plus visible. Parce qu'on le sait depuis toujours que les ruses, les tactiques, le bricolage inventif au sens de Lévi-Strauss existe dans le travail social, mais là, ça le rend encore plus important. Donc, c'est une part, en fait, réinterprétative des métiers qui se fait en permanence, en interaction, en interrelation avec les personnes et l'écosystème du domicile. Ça nous amène à quoi? Dans les observations qu'on a pu faire, et j'essaierai de les illustrer par quelques extraits d'entretien, parce que c'est important, à ce qu'on a pu nommer une personnalisation de l'intervention. Alors, la personnalisation, ce n'est pas la prise en charge individualisée, c'est une personnalisation, c'est-à-dire que l'intervenant met quelque chose de lui, plus fortement encore, ou le fait ressortir de façon plus intense. Dans cette personnalisation de l'intervention, elle se fait sous la forme en fait d'une implication émotionnelle dans le travail relationnel. Ça, c'est une formule que j'emprunte à Aurélie Jeantet, qui a écrit sur le travail émotionnel en France. Et cette implication émotionnelle dans le travail relationnel n'a absolument rien à voir avec le hasard. Elle n'est absolument pas accidentelle, elle n'est pas facultative. Elle est d'ailleurs, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de découvrir que les professionnels ont des émotions. Tout ça, c'est une évidence pour tout le monde. Mais c'est de démontrer que celles-ci font partie du métier et qu'elles n'ont absolument rien d'accidentel et rien de facultatif. Ça, c'est important parce qu'on l'a pu le voir dans notre recherche, à quel point ça oriente les prises de décision, ça va orienter la connaissance des personnes et donc les façons d'intervenir. Alors, en parallèle, on va dire, ça va ensemble, on observe que dans cette réinvention et réinterprétation des pratiques, les intervenants s'appuient sur une intelligence des situations qui, pour certains théoriciens, ce n'est pas nouveau. Le praticien réflexif, Donald Scholl, nous apprenait déjà qu'il réfléchissait, enfin, en tout cas, il était dans une intelligence des situations, notamment par l'analogie par cas, et en fonction des cas, il singularise son intervention. Mais là, on est vraiment pleinement dans un cas de figure qui amène les intervenants à faire appel à cette intelligence des situations qu'on va nommer la sagesse pratique. Alors, il faut que je vous dise quelques mots sur cette sagesse pratique, parce qu'elle a été présentée par Florent Champy quand il est venu lors du crise. C'est un concept qui a emprunté à Aristote, et puis donc il va être au fondement d'une sociologie, la sociologie prudentielle, notamment des professions prudentielles, mais aussi des perspectives éditoriciennes du Caire, qui l'ont beaucoup mobilisée. Cette notion, elle renvoie à la notion de la prudence. Donc pour Aristote, donc c'est Aristote qui l'utilise en premier lieu, c'est la prudence. Et la prudence, c'est quoi? C'est un concept qu'il forge pour désigner un mode de connaissance et d'action pertinent quand l'application directe de savoirs scientifiques ou de routine est mise en défaut par la complexité et la singularité de la situation et du problème à traiter. Donc en France, comme au Québec, il est ressorti une spécificité forte de l'accompagnement et du soutien à domicile qui réside dans le fait que ces pratiques, donc des intervenants, parce qu'elles sont attentives à la complexité du réel et à la singularité des situations, partout nécessitent la mise en œuvre de la prudence et de la sagesse pratique en opposition à des applications mécaniques, à des règles et à des standards. Et là, je vous invite peut-être à consulter, si vous ne le connaissez pas, l'ouvrage de Morgan Cuny, récemment publié en Suisse, Le travail social sous l'œil de la prudence, au sein duquel, d'ailleurs, Florent Champy a aussi écrit un chapitre, et qui montre bien comment le travail social peut aussi s'inscrire dans ce travail prudentiel, mais avec quelques, justement, bémols. Et c'est là-dessus que je vais aussi intervenir après. Alors peut-être revenir sur la question de la sagesse pratique, comment elle se décline réellement, elle s'incarne dans les ressorts du care et elle articule le care, en fait, sa complexité à situer, c'est qu'il articule deux choses, la vertu morale et l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une éthique en pratique. Et cette question de la vertu morale et de l'activité, comment on la saisit? Alors sur notre terrain, on a pu voir qu'elle passe par une attention portée à autrui,
qui, pour Joan Tronto, est la première étape morale du care, hein, qui est se soucier d'eux, comme une disposition morale pour anticiper les besoins à partir de la connaissance des personnes. Donc là, c'est très important d'avoir conscience qu'il y a une attention au domicile. Elle existe partout, cette attention, mais elle est peut-être encore plus forte. On verra après pourquoi, notamment vis-à-vis de la question des présences au domicile. Cette attention, c'est à partir de là que se construit le jugement. Le jugement professionnel, le jugement, on pourrait dire expert, voire moral, et c'est à partir de cette observation. Alors, on dira, c'est un terme, on a débattu, parce qu'on sort d'une semaine de séminaire avec Christian sur notre recherche ANR, la question du besoin. Mais c'est quand même une expertise qui va se porter sur le besoin de la personne, son besoin et son désir. Et après, ça se décline comment? Par un prendre soin, donc ça, c'est une autre étape du care qui est définie par Joan Tronto, qui est le caregiving, qui est une réponse contextualisée, adaptée, donc qui ne se fait absolument pas par hasard, hein, le care n'a absolument rien à voir avec le hasard, et qui est adapté aux besoins des personnes dans le respect de leur dignité, de leur désir, et dans une dynamique de réciprocité. Et là, je reviens donc sur une autre notion qui est propre amenée par Marc Bessin, parce que sur la question du care, hein, il a beaucoup travaillé sur les présences sociales, notamment au regard du care, hein, des présences aussi, des présences sociales au cœur du travail social aussi. Ce que dit excusez-moi, Marc Bessin là-dessus, parce qu'ils travaillent beaucoup ensemble, c'est que la présence sociale correspond à la disponibilité pour pouvoir intervenir en situation au moment propice et de façon appropriée. Cette présence sociale qui demande du temps, hein, donc ça se fait dans le temps, elle permet une incarnation et une incorporation finalement de ces ressorts du care. Alors, cette sagesse pratique, je reviens sur la planche précédente. La sagesse pratique, juste revenir sur la planche précédente, si Florence, merci beaucoup. Une sagesse pratique qui incite à agir, du coup, là, c'est important quand même de le voir, en dehors des cadres prescrits, ou en tout cas à la limite, non, c'était celle d'après, à la limite des cadres prescrits. Juste, voilà. Une sagesse pratique qui incite à agir en dehors des cadres prescrits. Il y a une coproduction de l'intervention qui augmente la capacité qu'ont les personnes à opérer des choix sur leur vie. Alors, je veux quand même m'arrêter sur ce point. Idéalement, oui, on voit que les intervenants vont réinventer, réinterpréter. Ça passe parfois par des transgressions du cadre. Toute la question va être de savoir jusqu'où, et ça engage la question de la responsabilité autant des professionnels que des personnes. Mais cette question de jouer avec le cadre, certains de mes collègues que j'ai beaucoup cités tout à l'heure parlent d'une sortie du métier. Sortir du métier, cette sortie du métier, c'est agir en dehors des normes et des standards. Ça ne veut pas dire en dehors au contraire, c'est même au plus proche d'une éthique de la relation, et qui permet, alors plusieurs formes. Je parle de la coproduction à laquelle beaucoup des collègues, Yves, Christian, ont travaillé sur ces notions de coproduction et de co-construction, mais c'est une des figures et une des formes des transactions possibles au domicile. On a des transactions, on l'a vu, émotionnelles. On peut avoir des négociations sur le principe de l'ordre négocié, qui sont des négociations qui ne sont pas forcément que de la coproduction. Mais c'est une des figures possibles. Et dans la coproduction, c'est dans la connivence et c'est dans la transgression parfois, ou en tout cas dans le travail dans les marges, ces interstices de l'institution recréée au domicile, que se produit un rapport de confiance, de connivence avec la personne. Et parfois, donc on peut peut-être passer à la planche suivante, on a pu observer à quel point cette réponse contextualisée, adaptée aux désirs et aux besoins des personnes peut être totalement en opposition avec ce qu'impose l'institution dans les guides de bonne pratique, par exemple, dans les standards, et aussi la famille ou les familles, suivant alors les cas observés. Mais les familles pensent souvent ce qui est bon pour la personne, je pense dans les situations de handicap, par exemple, sans se soucier du désir d'être et du désir de… Alors, ça passe par des petites choses, je vous le dirai tout à l'heure, mais du quotidien, mais les goûts, le plaisir, le désir, la rencontre amoureuse, ça peut être… C'est tout un ensemble de choses qui appartiennent à la personne. Et comment faire avec ça quand derrière, il y a des prescriptions et des choses proscrites d'ailleurs. Donc, les intervenants sont amenés à essayer de répondre en résonance avec
ce que la personne souhaite au plus profond d'elle-même. Hein. Alors moi, j'ai pris quelques extraits d'entretien. Oui, parce qu'intervient ici donc une expérience morale du métier qui amène les intervenants à se positionner parfois contre ce qu'elles jugent délétère. Et ça va, dans les entretiens, c'est fort, hein, pour le bien-être des personnes et leur liberté de choix sur leur vie. On peut dire leur capacité d'autodétermination. Un art de la prudence au domicile mis en mots. Alors, j'ai pris quelques extraits d'entretien, mais c'est important d'y revenir. C'est surtout sur le champ du handicap. Vers la fin, je reviens beaucoup sur les soins à domicile dans le champ du vieillissement. Mais voilà, on nous dit on a des positionnements au domicile qui sont à revisiter tous les jours. Il n'y a pas une posture unique au domicile. On voit des choses au domicile. Des gens ne vivent pas comme moi, je vis, pas comme une telle vie, comme une certaine norme de la société. Après, on voit aussi des gens qui nous disent ben, la technique, on l'oublie. Ce n'est pas que l'expertise technique n'existe pas, mais elle vient machinalement. Enfin, c'est plus ça l'important. C'est beaucoup relationnel, d'observation. Là, c'est important, de prise en compte de la personne. Hein. La question de l'observation, c'est l'attention portée à l'autre. Hein. Là, c'est une aide-soignante d'un service d'aide à la personne en France qui nous dit ça. Là, on entend aussi un infirmier dans un CLSC au Québec qui nous dit mais là, on entre chez eux. Il faut avoir une approche humaniste. Et puis, il faut vraiment prendre son temps. Hein, la question des temporalités tout à l'heure. Je dirais, on rentre, on prend son temps. Il ne faut pas que la personne, elle pense qu'on est là pour finir ce qu'on a à faire et puis on s'en va. La personne, elle voit que c'est humain, c'est humain. Et puis qu'on est là pour lui donner un service. Puis ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. On apprend à la connaître, la question de la connaissance, hein, liée à la présence. Et puis, comme ça, on crée une relation de confiance, un partenariat. On peut passer peut-être à la planche suivante, si vous voulez. De la même façon, oui, merci. On revoit encore cette question de on entre chez l'autre, dans son domicile, dans son intimité. Hein, on a cette question de on rentre. Mais là, on prend son temps. On va prendre un café, on s'assoit, on prend part. Quand on part, la personne nous donne son background, je lui donne mon background, on apprend à se connaître. L'approche n'est pas la même qu'en établissement. C'est vraiment différent. On entre dans leur chez-soi. On voit ce qui se passe. Et là je pense qu'elle dit tout. À ce moment-là, cette travailleuse sociale, juste rapidement, quand on rentre, on développe cette expertise-là. Quand on rentre chez quelqu'un, on peut déjà savoir. Ça, c'est toute la question du savoir d'expérience sur lequel je reviendrai plus tard. Un travailleur social d'un CLSC nous dit, et ça, je trouve ça formidable, je l'ai repris, mais c'est à force de vivre avec les gens. Au Québec, on va parler des sentiments plus facilement qu'en France, de les aimer, d'apprendre à vouloir les connaître, qu'on devient compétent. Toute la question de la compétence émotionnelle. Je hais ça, dit une personne. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui arrive chez moi, qui me regarde, fait son travail et s'en va. On est des êtres humains, il faut de la tendresse. Donc ça, on le livre plus facilement au Québec aussi. Je ne suis pas un morceau de bois, je suis un être humain. Et l'être humain, il a besoin de communiquer. On voit à quel point, voilà, le domicile, je ne dis pas que ce n'est pas le cas en institution, attention. Mais on peut faire un constat, on y reviendra plus tard, une hypothèse peut-être. Est-ce que ce virage ambulatoire, est-ce que cette transition institutionnelle amène plus de care que cure? C'est une question. En tout cas, amène ou contraint les intervenants à être plus dans le care. C'est une vraie question. Voilà. Maintenant, on peut passer peut-être aux planches suivantes sur les menaces. À la question, alors une question brûlante, parce que c'est bien, là, jusque-là, on a pu cerner dans notre recherche à quel point on était proche de la question du care. Ce n'est pas une découverte, le care, c'est le prendre soin. Les travailleurs sociaux, beaucoup, et heureusement, sont dans cette dimension. Mais c'est un prendre soin, on l'a vu, qui fait appel à de la prudence. Et cette prudence, elle n'a rien à voir avec la question du hasard et elle ne dépend pas seulement de l'éthique personnelle de l'intervenant. Elle va renvoyer à quelque chose de collectif. Alors, on va regarder comment, sur notre terrain, on a mesuré les menaces à la sagesse pratique ou à l'éthique du care. C'est une proposition, en toute humilité, qu'on vous fait, pour y réfléchir ensemble. Morgane Cuny dit dans son ouvrage « Tirer le fil de la prudence ou de la sagesse pratique », alors elle le dit pour le travail social, moi je le reprends pour le soutien à domicile, va nous amener à être attentifs aux menaces, aux fragilités, aux vulnérabilités de la sagesse pratique qui pèsent sur le sens de l'action et son potentiel d'émancipation.
Et là, je dirais un potentiel d'émancipation autant pour les intervenants que pour les personnes. Notre recherche, elle permet d'en cerner au moins 3. Tout d'abord, on a pu voir, alors c'est là que la question des… On entre dans le domicile sur le travail en acte, d'accord. Mais à un moment donné, on est rattrapé par la question des groupes professionnels. Même si au départ, c'est les situations auprès des personnes au domicile qu'on étudie de travail, c'est la question de l'agir professionnel et prudentiel. On voit bien que dans le champ du handicap et du champ du vieillissement, si on peut rien que les comparer les deux, moi je pourrais aussi convoquer le champ de la protection de la jeunesse sur lequel j'ai travaillé, on voit quand même que les collectifs de travail et les espaces où on va délibérer sur le sens des décisions prises ne sont pas du tout instaurés de la même façon d'un champ à un autre. Alors, une des menaces qu'on a pu percevoir dans le champ du domicile, soutien domicile versus vieillissement, c'est cette absence de collectif de travail, tout simplement. Rien que les collectifs où les intervenants font part de leurs problèmes professionnels ou des situations problèmes. Et aussi les réunions de synthèse, qu'on appelle en France de synthèse, et qui sont des réunions de cas sur les cas au Québec, où on se penche sur le diagnostic, le traitement, enfin l'accompagnement qui est donné derrière. Et sur ces réunions, ces collectifs, rien que sur ces collectifs, sur le champ du domicile, dans le champ du vieillissement, ils sont très absents. Alors, je vais prendre une planche juste après, si on peut passer sur une planche d'extrait d'entretien qui permet de l'illustrer, puis je reviendrai sur les menaces. Je suis désolée, Florence, je vais faire des va-et-vient. Je prends 3 exemples juste là. Sur une association d'aide à domicile en France, une personne nous dit « Il y avait un cahier de liaison. On y écrivait tout ce qu'on faisait. On y écrivait. On y écrivait. » L'écrit fait partie de la question de la construction de l'expertise professionnelle. Mais je dis ça sur la tâche ménagère parce qu'après tout ce qu'on a vécu, parce qu'après tout ce qu'on a vécu avec la personne, tout ce qu'on s'est confié, tout, eh bien ça, personne ne le sait. On n'y écrit pas, car ça reste. Ils nous le disent bien assez. C'est discrétion, discrétion. On ne doit pas l'écrire. Dans cette association, on a pu observer, et on en a fait une vignette dans notre ouvrage avec Christian, comment ce carnet de liaison, quand il a disparu au profit des nouvelles normes de démarche qualité, où il faut cocher les cases des tâches réalisées, qui ne sont essentiellement que des tâches ménagères, disparaissait toute la question de l'expertise portée sur la personne et de sa connaissance qui était écrite dans les cahiers de liaison, qui ont disparu. Alors, c'est amusant de voir aussi comment ces aides à domicile ont reconstitué une façon de communiquer quand même encore ensemble par un système de post-it où elles ont mis en connivence les personnes âgées, où l'histoire des post-it circulait entre les différents aides à domicile qui intervenaient dans la semaine. Enfin, c'est pour voir qu'il y avait besoin de communiquer et que ces espaces n'existaient pas. Là, un des responsables du personnel, un bénévole d'une association, nous dit, alors là, je ne peux pas tout reprendre l'extrait parce qu'il est dans l'ouvrage et je n'ai pas le temps, j'ai repris juste des petites phrases comme ça, alors c'est vrai que c'est peut-être orienté, mais il dit, quand vous remplissez vos fiches d'activité, il faut penser à ça, protection de la vie privée, des données personnelles. Il faut faire attention à tout ce qu'on collecte comme information et surtout à tout ce que l'on écrit. Vous n'avez pas à utiliser des formulations qui ressemblent à un diagnostic médical. Vous n'êtes pas médecin, vous n'en savez rien, vous n'écrivez rien. Alors ça, il faisait référence à la maladie d'Alzheimer ou autre, mais en même temps, tout ce que la personne connaît de l'autre, elle ne peut pas l'écrire. Elle ne peut pas l'exprimer dans des espaces, et on le voit dans un extrait d'entretien au Québec, puisque la situation est similaire. Une préposée en aide à domicile nous dit « Et ce que je trouve dommage quand même ici, c'est qu'on avait demandé d'avoir une réunion, mettons telle journée, pour pouvoir exprimer les problèmes qu'on a et trouver des solutions. Mais ce n'a pas été possible. » Donc, c'est bien pour dire qu'il y a quand même, il faut mesurer le propos sur la question de la sagesse pratique. Cette question renvoie à la question collective du travail. Alors, je reviens sur la planche précédente. Pourquoi j'ai attaché autant d'importance dans notre recherche sur le niveau organisationnel du travail? Si on revient sur la planche précédente. Merci. Non, c'était juste celle d'avant. Ouais, excuse-moi Catherine, c'est parce qu'il y a un décalage entre mes clics. Est-ce que vous voyez? Est-ce que là, c'est correct? Je suis sur la planche 8. Non, c'était juste,
Voilà, merci, c'est gentil, c'est celle-ci. Notre recherche permet d'en cerner au moins 3. Donc, cette question de la réduction ou de l'absence des collectifs de travail n'est pas du tout égale en fonction alors déjà, des champs d'intervention et puis des contextes nationaux. Et là, on verra qu'en France et au Québec, il y a quand même des distinctions. Mais de façon générale, il faut quand même dire une chose importante, c'est que la sagesse pratique, elle appelle à des délibérations prudentielles. C'est ce que nous apprend Florent Champy, puis Aristote avant lui. Ça remonte à loin quand même. Mais en fait, l'activité prudentielle ou la sagesse pratique renvoie nécessairement à la dimension collective du travail. En effet, pour devenir un mode de connaissance et d'action pertinent, l'activité prudentielle passe par des pratiques délibératives. Alors, on délibère avec soi-même, on délibère avec la personne, on délibère de façon informelle dans les corridors, comme on dit, hein, dans les couloirs. Mais où ces espaces formels de délibération existent? Parce que ce sont dans ces espaces-là que sont validés les savoirs experts, et ces fameux savoirs alors disciplinaires, mais aussi d'expérience des intervenants et aussi des publics et des personnes. Donc, à travers cette question de l'agir prudentiel, on peut voir que l'incertitude des contextes d'action, si elle veut être levée, ce n'est pas tout seul, parce que l'écueil, il est là. Si ça dépend seulement de l'intervenant et la marge de manœuvre, entre guillemets, qui va essayer de négocier avec la personne, cette incertitude, pour être levée, elle appelle une délibération entre groupes de pairs. C'est pour ça que l'intervention à domicile est intéressante, parce qu'elle met aussi en présence des réseaux d'experts avec des corps de métiers différents. Et c'est là qu'il faut regarder où les organisations permettent une délibération entre ces différents corps de métiers. C'est bien parce que la réponse ne coule pas de source, on l'a bien vu, qu'une délibération doit exister. Et la délibération entre professionnels suppose la maîtrise d'une culture professionnelle, experte, située à la croisée, de savoirs abstraits et de modes de connaissance qui ne sont pas de simples applications de ces savoirs. Là est toute la difficulté et les menaces à l'agir prudentiel. Elle est aussi sur cette capacité qu'ont les organisations, et je vais descendre sur la deuxième menace, qui est celle dans ces espaces de délibération. Il n'y a pas que le savoir expert du professionnel qui peut être validé, il y a toute la question de la reconnaissance des expertises multiples. L'intervention au domicile, oui, ça va être largement suffisant, Christian, merci. L'intervention au domicile amène une configuration d'intervention différente de l'établissement. Elle met dans la configuration, en présence et en coprésence, des intervenants professionnels issus de différents corps de métier. Elle met en coprésence des personnes, on a vu, dans des relations intimes, émotionnelles, parce qu'il y a le prisme quand même du domicile et de l'espace du chez-soi, hein, être soi chez soi. Et puis, il y a ces coprésences avec les proches aidants et avec aussi tout l'écosystème de la personne, les pères aidants, la communauté, qui a un poids important au Québec et qui le devient en France. Cette question, elle renvoie à la question des expertises multiples. Alors, dans le champ du handicap, j'en dis quelques mots quand même, ça a été fortement porté depuis longtemps par les mouvements de personnes handicapées, mais aussi de leurs proches, à travers tout le mouvement des Disability Studies qui ont donné lieu aussi à des reconnaissances de l'expertise usagère, entre guillemets, et voire même ça a eu des influences sur les directives internationales. Je pense à la Convention internationale des droits des personnes handicapées, où figure réellement la place et le droit à l'autodétermination pour les personnes en situation de handicap. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes vieillissantes en incapacité, pour lesquelles la voix de ces personnes n'est pas portée par des mouvements dits des mouvements d'entraide, hein, qui s'enracinent dans un mouvement qui est le self-help, c'est-à-dire que l'entraide entre personnes concernées par la même situation. Et donc, cette reconnaissance des expertises multiples, elle se fait peut-être un peu plus fortement dans le champ du handicap, à travers la question de la pérédance, mais sur la proche aidance ou dans le champ du vieillissement, on voit bien que
Les proches sont-ils invités à la table de discussion? C'est complexe. Et toute cette question, c'est aussi comment l'intervenant se fait le relais aussi de l'expertise de la personne, mais aussi de son écosystème, de tous ceux avec qui elle interagit et qui produisent une connaissance sur sa situation. Donc, une moindre connaissance des expertises multiples dans l'intervention à domicile et donc du savoir d'expérience qui n'est pas seulement le savoir de la personne, c'est l'expérience vécue aussi de l'interrelation entre l'intervenant et la personne, entre l'intervenant, le proche et la personne, entre le proche et la personne, tous ces savoirs de l'expérience, où ont-ils une place, en tout cas s'ils ont une place et sont soutenus, peuvent soutenir la sagesse pratique, donc les ressorts du CARE. Plus fortement, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Et s'ils ne le sont pas, ce qui est bien souvent le cas, ça peut invisibiliser la question du travail émotionnel et ce que Joël Libois a appelé la part sensible de l'acte. Cette part sensible de l'acte, elle est au fondement même du travail social. Elle est invisibilisée si on ne reconnaît pas alors l'expertise des intervenants. Là, c'est toute la question des professionnels et de l'autonomie professionnelle, mais aussi celle des experts sur les situations, qui sont les personnes et qui sont les proches et tout l'écosystème. Alors, je finirai par un point, il y a aussi une autre menace, et je ne les mets pas forcément en tension les deux, mais on se pose, et moi je m'interroge toujours, Christian a d'autres réponses que moi là-dessus, on a observé une standardisation accrue, abusive, je n'ai pas dit une normalisation, parce que je pense qu'il ne faut pas normaliser la sagesse pratique, mais une standardisation abusive. Des pratiques qui peuvent neutraliser, bien sûr, les ressorts du CARE, puisqu'ils demandent de la singularité, de la temporalité, du temps, on a tout vu. On a vu de la réponse, de l'intelligence en situation, de la délibération entre groupes de pairs et entre experts. Ça demande du temps. Et quand vous avez un caseload qui s'augmente de plus en plus et que vous avez de plus en plus de personnes à prendre de suivi d'accompagnement, vous ne pouvez pas faire ce temps-là. Et donc, ça entame vraiment cette logique des ressorts qu'on a pu observer. Mais il ne faudrait pas, et notamment la question des présences sociales, mais il ne faudrait pas être dans quelque chose de trop caricatural à mon sens et de dire qu'il y a le rouleau compresseur du New Public Management. OK, il est là, il est présent et jamais on ira le contester. Mais moi, j'ai aussi appris à raisonner avec d'autres chercheurs, donc dans le cadre de notre recherche, mais je fais référence aux travaux de Bertrand Ravon et de Pierre Vidal-Naquet, puis aussi à nos travaux au sein du GIS avec Patrick Lechaud, où en fait on regarde ce que j'ai appelé tout à l'heure la question des dynamiques réflexives par rapport à ces épreuves des professionnalités. Je ne dis pas que le New Public Management est une occasion de créer des réflexivités, mais en même temps, pour nous, en tant que chercheurs, va nous permettre d'aller chercher et de rendre visible la sagesse pratique. Et après, pose toute la question aussi de comment et de l'influence et de l'impact peuvent avoir les recherches collaboratives et ces recherches qui sont menées avec des intervenants, qui sont menées avec des personnes en situation de handicap ou avec des familles ou avec des proches. Est-ce qu'on n'a pas une incidence aussi à avoir sur la façon dont on met en lumière ces contradictions? On est à la fois avec des normes internationales. Vous regardez la Convention internationale des droits pour les personnes handicapées, elle incite à une prise en charge singulière, complètement plus proche de la problématique des personnes, pour une autodétermination des personnes. Et derrière ça, on a des coupes de moyens et une rationalisation, une normalisation des pratiques de standardisation qui empêchent cette singularité d'exister et de ce savoir prudentiel d'être validé au même titre que le savoir, par exemple, des professions très établies, comme les médecins. On ne va pas le recontester. Il fait poids, il fait autorité. Et moi, je voudrais attirer l'attention, pour finir, sur la place qu'on appelle des gestionnaires ou des managers dans ces recherches-là. Quand on les a interviewés, moi, je sais que nos recherches, elles remontent à 2012. J'ai pu vivre avec vous au Québec tout le passage charrette et toute la question du rouleau compresseur, les SUS, toute la transformation massive. C'est colossal ce qui s'est passé pour le Québec, mais toutefois, en très peu de temps,
l'adaptation à laquelle les managers se sont faits, et notamment parfois dans leur capacité à reconnaître au sein des équipes toute cette part d'agir prudentiel. Et donc, pour donner juste un exemple, notre dernière entrevue, nos dernières rétroactions au Canada, au Québec, qui datent de novembre dernier, avec Christian et Stéphanie Etier, qui est présent d'ailleurs là, puis tout le groupe, hein, Audrey-Anne, je n'ai pas tout à fait cité tout à l'heure toutes les nouvelles personnes qui ont intégré notre recherche, mais dans ces rétroactions, on voyait combien les gestionnaires avaient un rôle puissant et disaient, mais attendez, on fait remonter des choses. Alors, je ne dis pas que c'est totalement le cas tout le temps, mais il y a des ajustements à tous les niveaux. Et je pense qu'à ce niveau-là, nos recherches en tant que sociologues, elles ne se portent pas assez sur le niveau méso-organisationnel et comment ces managers, souvent on dit, quand on s'intéresse aux organisations ou à sous les organisations, c'est un peu louche. Non, mais regardez de près le rôle que ces personnes ont, ces managers ont dans la transgression, parce que c'est Norbert Alter qui le disait, hein, les entrepreneurs alors Jean Champy va parler entrepreneurs de sagesse pratique, mais les entrepreneurs de transgression, d'innovation dans les institutions, ce sont les managers qui vont à un moment donné, ça passe par eux, l'autoriser, le reconnaître, ou en tout cas faire bouger les lignes. Et voilà, peut-être si j'ai encore 2 minutes, Christian, sur la dernière planche, je voudrais juste dire 2 mots sur qu'est-ce que finalement elles nous ont appris ces recherches, puisqu'on les poursuit. Hein. Notre dernière recherche se terminera en 2022. Non, c'est juste après. Excuse-moi, Florence. Que nous disent au final nos résultats en matière d'accompagnement et de soutien à domicile? Moi, je vais appuyer sur 2 points. L'entrée par le domicile, et on va dire le domicile au sens très large, la communauté, hein, permet de saisir plus encore qu'ailleurs l'expérience partagée, distribuée du handicap et de la dépendance à travers ces interrelations et justement à travers ces collectifs qui forment précisément des supports à l'éthique du care et à la sagesse pratique. Deuxième enseignement sur lequel on pourra réfléchir à l'avenir et ensemble, hein, c'est cet éclairage par les dynamiques professionnelles que j'ai choisies aujourd'hui, par les collectifs aussi de travail, montre que la participation des personnes, je fais référence à un ouvrage aussi dirigé par Manon Mas qui est sorti justement sur la mise en œuvre pratique de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, comment cet écart qu'il y a entre les textes et la mise en œuvre, nos recherches nous montrent aussi que ces décisions-là, qui concernent ces personnes, notamment à travers des formes, je l'ai dit tout à l'heure, des figures différentes qui sont de la coproduction, de la négociation, des transactions. Elles ne dépendent pas seulement des interrelations micro, elles dépendent aussi de logiques méso. Par exemple, les espaces de délibération hein, que j'ai pointé tout à l'heure, ou entre professionnels, mais aussi des logiques macro, les politiques publiques, les valeurs, la façon dont on affiche dans un mouvement national, ben voilà, qu'on va aller vers un mouvement de désinstitutionnalisation. Tout ça, c'est des choix de société aussi macro qui échappent à la personne, mais qui ont leur incidence sur leur capacité et la capacité de s'émanciper, ou en tous les cas de gagner ou pour l'intervention d'être le plus en phase possible avec leur désir et leur désir d'être et leur dignité dans une société décente. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Bon, au-delà des interventions qui se font auprès des personnes là, qui ont des pertes d'autonomie, au-delà des aspects formels de l'intervention, des aspects peut-être plus techniques ou prescrites, là, il y a aussi des dimensions hein, qui touchent la question des émotions, des sentiments, et que c'est là des choses importantes dont il faut tenir compte là, lorsqu'on pense en fonction d'une intervention là, de qualité, puis d'une intervention qui va répondre là, aux besoins des personnes là, qui sont justement en perte d'autonomie. Alors, ben écoutez, merci à tous et à toutes hein, pour votre écoute, pour vos interventions.
Merci de votre indulgence aussi par rapport à nos apories, peut-être technologiques, là. Alors, la main bleue, il va falloir la chercher. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, là, mais on va faire des recherches pour la retrouver. Et puis, bien, comme je l'avais dit, je le répète, là, le PowerPoint présenté par Catherine là, sera disponible sur le site du CRISE. La présentation qu'a fait Catherine aussi sera disponible en vidéo sur le site du CRISE. Et puis, écoutez, si vous avez des commentaires ou si vous voulez nous envoyer, vous pouvez écrire directement à Catherine ou à moi au CRISE. On pourra laisser aussi nos adresses courriel. Alors voilà, je ne sais pas, en terminant, Catherine, si tu voulais dire un petit mot. Mais moi, je voulais dire merci à tout le monde et je l'ai dit avec mon petit message, chaleureusement. Voilà. Et puis, bon courage dans la période qui est compliquée. Voilà. Merci à tous et aussi à mes collègues français qui étaient présents de chez moi, de l'NCIS et puis de Rhône-Alpes et puis d'ailleurs. Et puis bien sûr, mes amis québécois. Je suis très heureuse de cette séance. Vraiment, merci beaucoup. À bientôt. Alors, au revoir tout le monde. Au revoir.